Bienvenue sur Fashion Green Podcast, le podcast des entreprises engagées pour une filière mode, textile, sport et luxe plus durable. Pour la première fois à Nantes, et sur le thème « Recréer la mode », les Fashion Green Days ont permis de décrypter les impacts et enjeux de la filière, de mettre en avant la richesse textile locale et d'imaginer et de comprendre la mode durable, circulaire et désirable de demain. Une édition co-organisée avec Nantes Saint-Nazaire Développement et la Samoa, ainsi qu'en partenariat avec de nombreux acteurs du territoire. Bonne écoute. Je m'appelle Maxime, je travaille pour une entreprise qui s'appelle Nelly Rodi. Nelly Rodi, c'est une agence dont le métier c'est d'aider les acteurs des industries créatives à comprendre comment le monde évolue, comment la société évolue, comment nous, consommateurs, on évolue dans notre tête, dans notre cœur, dans nos tripes, et ensuite à adapter leur stratégie marketing, leur offre de produits, leur expérience client, etc. Voilà. Et s'il y a bien une chose qui nous obsède chez Nelly Rodi, c'est comment est-ce que ce petit pouvoir qu'on a d'essayer de vaguement comprendre les clients, on le met pas seulement au service d'aider les marques à vendre plus de produits ou créer plus de valeur, même si c'est hyper important, mais aussi au service du bien pour la planète, pour la société, etc. Et on a une conviction, c'est que si on veut un meilleur alignement entre ce que font les industries créatives, qui est important, hein, qui est hyper important dans nos vies, qui est un truc fondamental, qui est fait pour se sentir bien, qui est fait pour s'évader, pour imaginer. La création, c'est un truc super important. Comment est-ce qu'on aligne ça avec les enjeux du futur, de la planète, etc. Et on pense que ça va passer par revenir à une notion fondamentale qui est le désir ou le plaisir. Voilà. Qui est ce pourquoi la mode existe depuis toujours. Alors, quelques éléments de contexte qui sont importants. Donc ces éléments, je ne vais pas y passer la journée parce que vous les connaissez. Ces éléments, il y a une progression hallucinante de l'ultra fast fashion et c'est déjà en fait 12% des revenus totaux du marché en France. Donc c'est considérable. Voilà, il y a Shein, il y a Temu maintenant, on parle plus de Shein. Il y a cette nouvelle plateforme chinoise qui cartonne en France, qui s'appelle Temu. Shein, c'est énorme. Shein, c'est plus gros que H&M et Zara réunis. Et puis, l'effet incroyable qu'a eu Shein sur le marché de la mode, c'est que ça a rendu respectable des boîtes comme H&M et Zara qu'on considérait avant comme des boîtes de fast fashion. Voilà. Donc on dérive progressivement. Donc succès de la fast fashion qui s'explique quand même, hein, si on se met à la place des consommateurs. La fast fashion a du succès parce qu'elle répond au besoin de s'habiller, au besoin de se faire plaisir en s'habillant pour pas cher. Tout le monde n'a pas les moyens de s'acheter du Hermès, du Chanel et du Vuitton, évidemment. Et puis, parallèlement, un truc qui a l'air complètement opposé, mais en fait qui n'est pas tant que ça, hein, c'est l'explosion de la seconde main. Et là encore, c'est hyper important de se dire que c'est vraiment une explosion. C'est-à-dire que le marché de la mode aujourd'hui, on ne peut pas le comprendre, on ne peut pas l'analyser si on n'inclut pas à l'intérieur de ce marché une activité qui fonctionne complètement différemment de ce dont on a l'habitude et qui est l'activité de vente de seconde main. Elle fonctionne complètement différemment parce qu'elle n'est pas contrôlée la plupart du temps par des grandes entreprises ou par des marques. C'est une activité essentiellement de particulier à particulier. 84% des transactions, c'est du particulier à particulier. Et c'est permis, opéré, par des grandes plateformes technologiques comme Vinted ou Vestiaire Collective, etc., en fonction des niveaux de gamme. Voilà, donc, deux mouvements qu'on a reposés mais qui ne sont pas tant que ça. C'est deux mouvements qui répondent chacun à sa façon à notre besoin de mode, qui est un besoin, j'ai presque envie de dire, vital. C'est un truc qui nous fait plaisir, qui est important pour notre santé mentale, pour notre représentation sociale. Et c'est pour ça que
dans un monde où il y a des problèmes environnementaux et sociaux qui se posent, l'idée, c'est pas de nier l'importance de la mode. L'idée, c'est de réinventer la mode autour de quelque chose de plus juste, de plus équilibré, etc. Alors, que font les marques aujourd'hui? Elles ont bien conscience de la nécessité de bouger. Elles font des choses qui sont quand même globalement assez anecdotiques. Elles proposent des capsules, elles testent des nouveaux matériaux, elles mettent en place parfois des petites activités de seconde main, etc. Mais, je vais être un peu critique, elles se réfugient aussi beaucoup derrière l'argument ou l'alibi de la demande des consommateurs. Pourquoi est-ce qu'on accélérerait sur la responsabilité alors qu'on voit bien que les consommateurs, ils n'ont pas spécialement envie de responsabilité. Ils achètent de la merdouille sur Shein et ils n'ont pas les moyens de toute façon d'acheter des choses qui sont produites de façon responsable parce que forcément, produire de façon plus responsable, ça coûte plus cher, donc on va le vendre plus cher. Donc on a tendance à se réfugier derrière cette idée-là. Et je vais essayer de résoudre un peu ce dilemme ou cette contradiction. En revenant à une étude qui a été publiée récemment par Bain, qui est un très grand cabinet de conseil, très sérieux, etc., américain. Et ils ont fait une étude, il y a plein de gens qui en font régulièrement, sur les critères d'achat, les raisons qui nous poussent à acheter un vêtement ou un accessoire. Et ce qui ressort, et c'est vrai pour toutes les études du même type, c'est que la responsabilité est un critère qui arrive très 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 loin. Et c'est logique, encore une fois, la mode n'est pas faite pour nous aider à changer le monde. La mode est faite pour nous faire plaisir. Donc ce qui compte, c'est la qualité du vêtement, c'est le prix, évidemment. Le prix, ça reste toujours un critère. Et on peut avoir les meilleures volontés du monde. Si on n'a pas l'argent pour s'acheter le truc le plus responsable du monde, on ne le fera pas, on n'achètera pas le truc le plus responsable du monde. Ce qui compte aussi en troisième, c'est le bien-aller. Et en quatrième, c'est la longévité. Voilà. Donc, 3 critères en dehors du prix qui sont hyper importants pour les consommateurs, c'est la qualité, le bien-aller et la longévité. C'est des critères qui étaient hyper importants dans la mode d'avant. C'était ça, la mode d'avant. On achetait un truc qui allait durer, on vérifiait que c'était de bonne qualité, on payait d'ailleurs plus cher pour de la meilleure qualité, et on investissait aussi, parce qu'on n'avait pas envie de jeter les vêtements. On savait qu'on allait continuer à les utiliser, qu'on allait les réparer, etc. Donc, il y a, en fait, quand on regarde l'étude de Bain de façon un peu neutre, on se dit tout est là pour revenir en fait à une consommation différente de mode, qui est un peu celle qu'on avait avant, quand on jetait pas les vêtements. Et ça amène des opportunités intéressantes pour les marques. D'abord, si on revient à la qualité, le bien-aller, la longévité, évidemment, on peut se permettre de vendre un petit peu plus cher. Et il faut se souvenir d'un truc, je regardais les chiffres hier. Aujourd'hui, la part de la mode dans le budget des ménages annuel, c'est 4%. On dépense en moyenne, c'est hyper variable évidemment, mais on dépense en moyenne 4% de notre porte-monnaie en mode. Et dans les années 60, c'était 8%. Donc il y a une époque où on dépensait plus. Voilà. Donc, pour les marques, vendre peut-être un petit peu moins, parce qu'on va vendre de la qualité, un petit peu plus cher, et l'idée peut-être de s'y retrouver en fait. Si on vend un petit peu moins, mais on vend des choses qui sont plus chères, qui sont d'un peu meilleure qualité, sur lesquelles on fait un peu plus de marge, il y a peut-être moyen de trouver une équation qui fonctionne. Deuxième chose, des produits qui durent, c'est aussi des produits qui débloquent une opportunité de marché. C'est des produits qu'on cesse de jeter, qu'on entretient, et donc là, ça recrée un marché qui existait encore avant, qui est celui de la réparation, du nettoyage, ce genre de choses. Et puis,
qui dit vêtements qui durent longtemps aussi, dit opportunité de parler plus longtemps à un client. Donc il y a un enjeu aussi de fidélisation. Alors, qu'est-ce que ça peut être le rôle des marques demain ? Première chose, c'est ce que je disais, les gens veulent de la qualité, mais sans vraiment forcément savoir ce que c'est que la vraie qualité. Et donc, si les marques ne prennent pas la responsabilité de nous rééduquer à ce que c'est que la vraie qualité, personne ne le fera. Okay, donc, on veut avoir le sentiment d'acheter un bon vêtement. On ne sait pas spécialement ce que c'est qu'un bon vêtement. Et donc, c'est aux marques, et aux marques seules, ou aidées de tout un écosystème, de nous aider à recomprendre ce que c'est qu'un bon vêtement. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que c'est beaucoup plus facile à appréhender, cette notion de qualité, que la question de responsabilité, qui est floue, qui est ambiguë, qui est technique, etc. Donc, c'est pas hyper facile de nous faire comprendre ce qu'est de la qualité, mais c'est infiniment plus facile de nous faire comprendre ce qu'est de la qualité que de nous faire comprendre ce qu'est de la RSE, de la responsabilité, etc. Donc c'est plus terre à terre. Deuxième chose, la responsabilité des marques, c'est de nous faire un petit peu progresser dans notre mode d'achat ou dans la relation qu'on a avec des vêtements. Et encore une fois, sans angélisme, sans fantasme. C'est-à-dire que le progrès, ça peut être de passer de 2 achats de t-shirts à 5 € par mois à un achat de t-shirt à 10 € par mois. Ça ne change rien pour le porte-monnaie du consommateur. On n'est pas en train de se dire que tout le monde doit acheter des t-shirts produits en France à 50 € parce que ça n'aurait pas de sens. Mais que chacun, en fonction de ses moyens, à son niveau, en fonction de sa culture, puisse faire un pas vers un peu plus de qualité, un peu moins de quantité. Et encore une fois, on ne le fera pas naturellement en tant que consommateur. Donc c'est aussi aux marques de nous proposer un système différent, une façon différente d'aborder la qualité, plus compréhensible, pour qu'on ait plus envie d'acheter de la qualité. Et c'est une chose qui relève de la responsabilité des marques, tout simplement parce qu'elles ont un pouvoir énorme, elles ont le pouvoir d'influer sur notre désir, le pouvoir d'influer sur ce qui nous fait rêver. Et c'est cette chose-là sur laquelle il faut jouer, beaucoup plus que la responsabilité, la rationalité, la culpabilité, qui ne sont pas des bonnes façons de vendre ou de faire du marketing, en fait. Ça parle à quelques personnes, mais au fond, c'est très niche. Alors, en plus, donc voilà, ça c'est grands principes, grands idéaux, mais on a l'impression chez Nelly que ces grands principes, ils peuvent bien s'appliquer maintenant, et que c'est un peu le bon moment. D'abord, on est dans une période d'incertitude, et c'est pas un truc, je suis désolé de vous le dire, c'est pas un truc passager, c'est un truc qui est là pour durer. Et donc, on rentre de plus en plus dans une époque, dans une ère qui va durer longtemps, où on est inquiet, où on ne sait pas de quoi demain sera fait, où les temps sont durs, et donc on va avoir envie aussi de revenir aux valeurs sûres. Donc c'est le moment de réattirer notre attention sur ce que c'est qu'une valeur sûre. Deuxième chose, l'explosion de la seconde main, ça nous fait naturellement nous réintéresser à ce que c'est que la qualité. S'il y a des vêtements qui nous font envie, qu'on achète dans des fripes et qu'on 30 ans, 40 ans, c'est parce que ces vêtements, ils étaient de bonne qualité. Donc on retrouve aussi un peu ce sens-là. Et on va voir avec quelques exemples que c'est assez puissant. Et puis, il y a une tendance dont on parle beaucoup, dont on a beaucoup parlé, tout le monde s'est délecté de ce truc-là, qu'on appelle quiet luxury. Donc c'est l'idée que les riches reviennent à un luxe un peu plus discret, pas trop logoté, etc. Il y a des marques qui en profitent énormément, une marque comme Hermès, des marques italiennes comme Loro Piana, Brunello Cucinelli, etc., marchent extrêmement bien. Mais on peut aussi se dire que les riches, et ça a toujours été le cas, sont des bons influenceurs, et que si eux, ils passent à une mode plus discrète, il y a des chances que nous, consommateurs, même si on n'est pas riche, on passe aussi à une mode plus discrète. Chacun à son niveau, encore une fois.
Il se trouve que l'écosystème des réseaux sociaux, cet écosystème, il est évidemment ambigu parce que, en grande partie, c'est celui qui nous pousse à consommer plus, à vouloir toujours plus de nouveautés, etc. Mais qu'à l'intérieur de cet écosystème, il y a aussi des choses qui sont des bons signes, des bons signaux. Et c'est des gens, de plus en plus, qui nous rééduquent à la qualité. Ça, c'est un exemple que j'adore. C'est un mec qui s'appelle The Leather Guy et qui teste des produits en cuir, toute catégorie, toute gamme de prix, du luxe, du pas luxe, etc. Il fait un truc complètement sacrilège et qui du coup est hyper satisfaisant. Il achète des sacs dans des boutiques et il les découpe en morceaux pour voir ce qu'ils ont à l'intérieur. Il les détruit littéralement et ensuite il commente la qualité. Voilà. Donc par exemple, en 2022, il a dit que si on voulait s'acheter un sac de luxe, il valait plutôt s'acheter un sac Bottega Veneta, que c'était plutôt de la bonne qualité. Oups. J'arrive plus à passer. Oui. Ah non. Normalement non. Vous avez pas... C'est la dernière ? Mince. Parce que j'avais encore plein de choses à vous montrer. Alors attendez, comment on fait ? Ouais. Ok, bon, je vais continuer sans slide, c'est pas grave. Vous allez essayer de visualiser, et comme ça nous fera gagner du temps aussi. Voilà. Donc, il y a des choses qui nous font penser que c'est possible de se réintéresser à la qualité. Et donc, j'avais des choses visuelles à vous montrer, mais c'est pas grave, on va les imaginer et puis on vous les enverra après. Mais il y a toujours dans cette idée de revenir au désir. Ce qui se passe, c'est que il y a aujourd'hui des gens qui arrivent à rendre cool ces choses-là qui pouvaient me sembler un peu ringardes. L'idée d'acheter de la qualité, d'investir dans de la qualité, l'idée d'entretenir ses vêtements, l'idée de bien s'habiller plutôt que de changer de vêtements ou de changer de style tous les samedis. Voilà. Alors donc, les trucs cool qu'il y a en ce moment, première chose, c'est c'est le retour d'une esthétique de l'usure. Voilà. Donc il y a de plus en plus de marques qui sont sur ce sujet-là. Imaginez Barbour, imaginez Paraboot, imaginez Carhartt, toutes ces marques qui osent faire un truc assez iconoclaste en fait, qui est de nous montrer les vêtements, pas seulement quand ils sont tout neufs, bien beaux, bien portés par des mannequins, mais aussi quand ils sont usés, quand ils sont abîmés. Ce que fait une marque comme Barbour, c'est quand ils ont quelque chose. Là, ils célèbrent leur anniversaire. Il y a un truc un peu particulier. Ce qu'ils ont mis en vente, c'est une capsule de manteaux qui sont complètement défoncés, complètement rapiécés et qui sont sublimes. Donc, il y a cette arrivée. Et c'est assez massif, et encore une fois, c'est une tendance de fond. Il y a cette arrivée d'une esthétique, le plaisir de retrouver la patine du vêtement, le vêtement qui vit, etc. Et donc c'est complètement un truc sur lequel on peut jouer en tant que marque. Pas seulement présenter des vêtements neufs, mais aussi nous refaire aimer le vêtement qui vieillit, le vêtement qui vit, le vêtement qui se patine. Et évidemment, ça donne l'idée que on investit dans un vêtement et qu'on va le garder plus longtemps. Donc il y a cette idée d'aimer le vêtement qui vieillit. Deuxième chose qui cartonne en ce moment, c'est l'idée de customiser ses vêtements. Donc l'idée du DIY, donc du bricolage sur ses vêtements. Il y a des tonnes de marques qui nous proposent maintenant pas seulement d'acheter des vêtements, mais aussi d'acheter des moyens de les customiser, de les améliorer au cours du temps, etc. Et puis il y a aussi
c'est pas seulement piloté par les marques. Il y a aussi sur les réseaux sociaux de plus en plus de créateurs qui nous montrent justement comment, avec nos moyens, avec les moyens du bord, en bricolant, qui nous montrent comment améliorer, changer la gueule de nos vêtements, etc. Pourquoi est-ce que c'est encore assez intéressant ? D'abord parce que ça permet encore une fois d'augmenter la longévité du vêtement, de le réinventer, donc de recréer de l'intérêt, du désir pour un vêtement qu'on peut avoir depuis longtemps. Ça remplit aussi le plaisir de faire quelque chose de ses 10 doigts, qui est encore une fois un plaisir de fond. Et puis, il y a une opportunité économique derrière. C'est l'idée de pas seulement nous vendre des produits, mais aussi de nous vendre les moyens, services ou accessoires, fournitures, outils qui vont nous permettre de faire évoluer nos produits dans le temps. Donc, deuxième élément de coolitude sur lequel on peut jouer pour nous faire aimer la qualité, pour nous donner envie d'entretenir nos vêtements. Troisième chose, énorme tendance, c'est les vêtements, les vêtements qui se transforment, les vêtements qui ont différentes fonctionnalités, les vêtements qui sont modulables. Je pense que vous visualisez tous dans vos têtes à quoi ça peut ressembler. Et encore une fois, l'idée de ces vêtements modulables, c'est... pourquoi est-ce qu'ils sont intéressants ? C'est d'abord parce que... D'abord parce que comme ils sont complexes, comme il y a beaucoup de choses à raconter sur ces vêtements, on va peut-être passer un peu plus de temps à les découvrir avant de les acheter. Et en fait, il y a un truc qui se passe aujourd'hui, c'est l'acte d'achat est tellement compulsif que on achète un vêtement, on ne sait même plus, une semaine plus tard qu'on l'a acheté, on ne se souvient plus des conditions dans lesquelles on les a achetés. Donc il y a un enjeu aussi très très important pour les marques à redonner du poids et du sens au moment d'achat. Faire en sorte qu'on prenne le temps d'acheter, que ce soit une expérience, que ce soit un truc mémorable, parce qu'on sait que si on se souvient du moment où on a acheté le produit, alors on va mieux aimer le produit, on va plus le chérir et on va plus avoir envie d'en prendre soin. Et donc, ça passe par des tactiques de merchandising, ça passe par du service client, évidemment, mais ça passe aussi par l'idée de vendre des produits sur lesquels il y a des choses à dire. Et plus il y a des choses à dire sur le produit, plus on va passer du temps à le découvrir avant de l'acheter, et donc, plus tard, plus on va le chérir. Voilà. Donc, tendance énorme aussi sur le produit ingénieux, qui se transforme, qui se module, et donc voilà. Et ça se retrouve aussi, et c'est très intéressant, ça se retrouve aussi beaucoup dans le marché du vintage. Grosse tendance sur le vintage, c'est ces vêtements des années 90-2000 qui étaient pleins d'ingéniosité, pleins de poches, pleins de surprises, de capuches cachées, d'éléments cachés, etc. Et je vous incite à aller voir un compte Instagram qui s'appelle Constant Practice. C'est une boutique vintage dans une ville paumée aux États-Unis, et ils ont 500 000 followers parce qu'ils présentent ce genre de produits qui sont complètement passionnants, sur lesquels on peut faire des vidéos qui sont hyper satisfaisantes parce qu'on voit les produits qui se transforment. Troisième chose. Autre élément de hype très intéressant, c'est l'idée du retour à des vêtements essentiels, à des collections essentielles. Il y a un grand enjeu, évidemment, dans tout ça. C'est l'idée de réduire le nombre de références, de revoir la façon dont on compose des collections, en freinant l'inflation du nombre de références et en se reconcentrant sur des vêtements plus essentiels et plus iconiques. Donc on voit bien l'intérêt que ça peut avoir économiquement, mais comment est-ce qu'on en fait quelque chose d'intéressant, l'intérêt que ça peut avoir du point de vue de l'environnement, mais comment est-ce qu'on en fait quelque chose d'intéressant pour la marque et pour les clients ? D'abord, ce qu'on voit, et c'est très vrai pour les jeunes marques, de plus en plus, plutôt que de sortir des collections énormes, elles misent sur
des produits très reconnaissables qu'elles vont installer dans le temps, donc elles vont reconduire saison après saison, et qui vont devenir un peu iconiques, qui vont faire partie de notre paysage, qu'on va savoir reconnaître, qui vont avoir une certaine notoriété intrinsèque. Et là encore, ça ajoute de la valeur au produit, ça donne envie de s'y attacher, c'est pas éphémère, donc c'est bénéfique. Voilà. J'oublie certainement des choses, mais le temps passe. Et donc voilà, vous aurez la présentation, donc vous aurez d'autres exemples, mais retenez ça. Nous, on pense chez Nelly Rodi que le meilleur levier pour intéresser les consommateurs à la durabilité, à la responsabilité, c'est pas de leur parler de responsabilité, c'est de revenir à une notion qui est beaucoup plus simple à comprendre, qui est celle de la qualité, et qui en plus, en fait, est bien meilleure pour l'environnement parce que elle amène l'idée plutôt de ralentir, d'acheter moins mais mieux, et c'est surtout ça qu'on veut en fait. On veut pas inciter les gens à continuer à acheter autant de vêtements, mais des vêtements un peu avec des matières différentes ou qui seraient recyclés. Non, ça c'est marginal. Ce qu'on veut, c'est que les gens achètent moins de vêtements, qu'ils fassent mieux avec ce qu'ils ont déjà dans leur placard. Et souvenez-vous que ça, on peut le faire sans tristesse, sans se faire chier, mais au contraire, on peut en faire un truc qui est infiniment désirable et peut-être plus désirable que l'idée d'acheter tous les samedis un pauvre t-shirt dont on va plus se souvenir le samedi suivant. Merci beaucoup. Cet épisode vous a été proposé par Fashion Green Hub, association professionnelle qui rassemble et accompagne les entreprises françaises de l'industrie mode, textile, sport et luxe dans leur transition post-carbone. Pour être au courant de notre actualité, consultez notre site internet fashiongreenhub.org et suivez-nous sur nos réseaux sociaux disponibles en description. Merci de votre écoute, à bientôt!